Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si nous étions au Caire ce matin et non pas à Marseille, Toulouse, là où vous êtes en ce moment, je vous aurais dit Sabah al-Khair. Je vous aurais dit Sabah, qui veut dire le matin, el-Khair, qui veut dire le bonheur. Enfin, le bonheur et tout le bon qu'on peut vous souhaiter pour une journée. Et vous m'auriez certainement répondu Sabah al-Nour. Vous m'auriez dit on te souhaite, Mathilde, un sabah, un jour, un matin de nour, de lumière. Alors, je vous aurais peut-être dit Sabah al-Asal, que votre matin soit de miel, et vous m'auriez dit Sabah al-Shams, parce qu'on est à Marseille et que le soleil brille. Shams, c'est le soleil. Bon, on aurait pu continuer comme ça longtemps à se dire des matins et à se donner des jours de bonheur, de miel et de fleurs. À la fin, on aurait peut-être dit Sabah el-Ishta, qui veut dire matin de crème chantilly ou de crème fouettée. Et ça aurait clos notre jeu du matin. Et en fait, je commence cette rencontre de cette façon parce que c'est réellement comme ça qu'on dit bonjour et que dans cette façon d'échanger des matins de miel euh, est résumé à peu près le projet éditorial du Port à Jauny, cette maison d'édition basée à Marseille, qui fête ses 10 ans cette année en 2025. Ce projet éditorial, essentiellement, c'est de témoigner du tissage entre les langues françaises et les langues arabes, et c'est de témoigner de ce tissage des langues et des cultures qu'elle charrie avec elle dans un contexte poétique et artistique. Dans ce projet de mettre ces deux langues ensemble, les langues françaises et les langues arabes, alors on a tout un champ qui se met à s'ouvrir de questions autour de mettre ces deux langues ensemble et de traduire. En arabe, traduire, ça se dit naqala. Naqala, on peut dire tarjama, mais c'est un terme administratif. Et on peut dire aussi naqala, qui évoque le déplacement de soi, le transport, le voyage. Dans ce projet de mettre les langues françaises et les langues arabes ensemble, c'est une invitation à ce voyage. Si on se déplace alors et qu'on met les deux langues ensemble, on sent bien qu'il faut traduire. Donc, au fil de cette présentation et de cette découverte du port à Genève, je vais vous amener à réfléchir à ce que traduire veut dire. Traduire, ça peut être passer d'une langue à l'autre. Donc, les livres sont tantôt traduits du français vers l'arabe, tantôt du français, de l'arabe vers le français. Euh, Traduire, c'est aussi réfléchir à la question des sens de lecture. Et c'est là que j'ai envie de vous montrer ce premier livre qui s'appelle Asatir el-Jibal. Vous pouvez commencer à lire le livre dans le bon sens de lecture. Vous ouvrez le livre et vous tournez les pages, vous voyez, dans le sens, dans le bon sens de lecture, qui est le sens de lecture de l'arabe. Et les poèmes s'égrènent. Mais vous pouvez aussi commencer le livre dans l'autre sens. Ce livre s'appelle Histoire de montagne, les montagnes. Et vous ouvrez le livre dans le bon sens de lecture. Vous avez une page de garde, vous avez une page de titre, et les poèmes commencent et ils s'égrènent. Poser la question de la traduction, c'est poser la question de chaque mot qu'on va traduire, de comment rendre la puissance émotionnelle et poétique des langues. Poser la question de la traduction, c'est réfléchir à ce qu'un livre soit toujours dans le bon sens de lecture. Donc, les livres du Port à Genève sont comme un tissage entre entre les histoires et entre les langues. Mais poser la question de la traduction,
et de traduire dans ce sens de narqala, de se déplacer, c'est aussi euh, qu'est-ce qui peut être inspirant. Par exemple, très souvent, une série d'images est traduite en mots au Port-Rajeuni. Et enfin, le fil conducteur de notre rencontre, ce sera que traduire, c'est aussi décliner les traductions, parce que il y a plusieurs traductions possibles. Et donc, on peut traduire des images en mots, on peut traduire les mots d'une langue à l'autre, on peut même faire plusieurs fois le même livre à partir du même thème. On peut aussi traduire un livre qui est euh, production écrite en production orale. Traduire, se déplacer et traduire le monde en poésie. Pour vous amener à découvrir, à découvrir tout le projet éditorial du Port-Rajeuni et son catalogue, j'ai préparé la découverte d'un certain nombre de livres en particulier. On va suivre ce chemin et ce voyage à travers la question de la traduction. La première occurrence de traduire, dans le catalogue du Port-Rajeuni, il y a des livres qui sont réellement traduits de la langue arabe et qui étaient déjà des livres. C'est une possibilité, c'est de faire des achats de droits, comme font beaucoup de maisons d'édition, et de vous faire connaître des livres qui ont déjà existé dans le monde arabe. C'est aussi l'occasion de vous faire découvrir des œuvres. Il y a des œuvres artistiques, des grands projets artistiques dans différents pays arabes. Et une des collections du Port-Rajeuni, ce sont ces albums traduits. Par exemple, ce carnet du dessinateur. C'est un livre qui date des années 1970. Mouhidine El Abbad, l'auteur, c'est un grand penseur de l'image arabe. C'est un des premiers éditeurs de littérature jeunesse dans le monde arabe. Il a participé à la création en 1974 d'une maison d'édition Dar el-Fat al-Arabi à Beyrouth. Et il publie ce carnet du dessinateur et j'ai choisi de vous montrer celui-là et de traduire ce livre-là. Parce que dans ce livre, il raconte qu'il adorait les images et il raconte pourquoi il est devenu illustrateur. Il adorait les images, il leur donnait des odeurs, il voulait être chauffeur de tramway et euh, en dessinant un jour un chauffeur de tramway, il s'est rendu compte qu'il pouvait être tout, le monde entier. Ce livre est important dans l'histoire éditoriale du monde arabe et important comme source d'inspiration pour le Port-Rajeuni parce que il liste comme ça les grandes sources d'inspiration de cet illustrateur égyptien, auteur et illustrateur égyptien qui était né en 1940 et qui est mort en 2010. Il aimait, dit-il, quand il était enfant, Alice au pays des merveilles, mais aussi les histoires de Kalila Ouedimna, qui sont des fables animalières. Et puis, on arrive au centre du livre, et là, il y a une page déterminante pour l'histoire de la littérature jeunesse arabe, qui est cette page que vous voyez là à droite, mais qui, donc, dans le livre, c'est un livre qui se lit dans le sens de la lecture arabe, parce qu'il a déjà existé en Égypte et que quand on publie un livre au Port-Rajeuni, on respecte le sens de lecture du livre originel et on respecte le sens de lecture de l'image. Quand vous écrivez de droite à gauche en arabe, en fait, vous dessinez aussi de droite à gauche. Dans cette page-là, euh, celle où on voit le tube de peinture, Mouhidine El Abbad raconte que, adorateur des images, il est allé étudier aux Beaux-Arts du Caire. Et là, on lui a dit, regarde, ça, c'est la couleur chair. Ce tube de peinture, c'est la couleur chair. Si ce tube de peinture, c'est la couleur chair, dit-il, alors il y a un problème de référence culturelle, car ma chair n'est pas de cette couleur. À partir de là, le carnet du dessinateur devient une sorte de manifeste de ce qu'est pour lui l'image et quelles sont ses sources d'inspiration en tant qu'illustrateur. L'image narrative dans le monde arabe, quelles sont ses sources d'inspiration. Il dit, certes, j'aime Superman, mais j'aime aussi Antara et les héros de la geste hilalienne. Il commence une liste qui est un ensemble de références comme un manifeste pour témoigner que oui, en tant qu'illustrateur, il a des sources d'inspiration
multiples. Il n'est pas question de dire il n'a des sources d'inspiration que arabes, et qu'est-ce que ça voudrait dire d'ailleurs, que arabe, mais il témoigne de ce syncrétisme culturel en disant, voilà, j'aimais aussi, vous voyez la page de gauche, les cartographies d'Al-Idrissi, je m'inspire des manuscrits, je m'inspire des maisons peintes dans la vallée du Nil, je m'inspire des tapis, de tout ce qui est brodé, je m'inspire des dessins qu'on fait sur nos corps avec le henné, et je m'inspire des marionnettes. Outre ce carnet du dessinateur et d'autres livres en carnet de Mohiedine El Abbad qu'on a traduit, on a aussi choisi de traduire ce dictionnaire des monstres dans lequel Mohiedine El Abbad visite les imaginaires populaires du monde entier. Mohiedine El Abbad était un intellectuel des années 70 avec un idéal gauchiste très affirmé, et ça fait partie de la génération qui s'intéressait beaucoup aux cultures populaires. Pour lui, ce dictionnaire des monstres, c'est aussi une façon de témoigner de la puissance des cultures populaires. Et euh, de la même façon que nos livres sont comme un tissage culturel à travers les langues et les cultures qu'elles charrient, dans la forme même du livre, le catalogue est aussi constitué et aussi pensé comme un tout avec des livres qui se répondent les uns les autres. Ce livre, Dictionnaire des monstres des années 70, on lui a donné une réponse contemporaine grâce à Mo Abbas et Lucille Gauthier, qui est un dictionnaire des ogresses. Alors, Aïcha Kandisha existe vraiment, c'est une vraie ogresse, elle est dans les imaginaires populaires du Maroc. Elle apparaît très souvent dans les histoires qu'on entend. Mais l'originalité de ce dictionnaire des ogresses, c'est qu'il se pose aussi la question de aujourd'hui, une ogresse, qui serait-elle? Qu'est-ce qu'on apprend à l'école des ogresses? Qui seraient ses enfants? De la même façon qu'on a pour objectif de vous faire connaître des illustrateurs et des auteurs issus du monde arabe, en particulier de l'Égypte, de Syrie, du Liban, qui est une zone que je connais mieux pour avoir fait ma thèse de doctorat sur les livres pour enfants dans les pays arabes. Euh, un des objectifs du Port Rajeuni, c'est aussi un des fils conducteurs, c'est de rester fidèle à des auteurs et de témoigner des œuvres qui sont en train de se construire ici et là, dans le monde arabe ou ailleurs. Par exemple, dans les disciples de Mohiedine El Abbad, il y a Walid Tahir, cet auteur dont vous voyez ici Sab'a Arwah, les 7 vies du chat. Walid Taher a été formé aux Beaux-Arts du Caire par Mohiedine El Abbad. Donc c'est aussi une façon de témoigner qu'il y a des générations successives d'auteurs et d'illustrateurs dans les pays arabes. Et ce livre est un des premiers qu'on a publié. Je m'arrête un peu sur la couverture parce que ça permet d'évoquer une des questions qui est traduire, passer d'un mot à l'autre, passer d'une langue à l'autre. Ben, voyez par exemple, Sab'a Arwah, c'est tout simple. Ça a l'air tout simple à traduire. Sept, Sab'a, sept et Arwah. Ce mot en lui-même, c'est un véritable écueil de traduction parce que Arwah, c'est le pluriel de Roh. Roh, en arabe, c'est à la fois l'âme, mais c'est aussi le souffle. On peut dire Ya Rohi, mon amour, de la même façon que âme et amour sont liés d'ailleurs. On peut aussi relier ce mot Roh à tous les mots de la même famille, comme par exemple Riyah, le vent. Alors, à travers un seul mot, quand on l'entend en arabe, on a tout un chant comme ça qui s'ouvre, parce que nous en reparlerons à la fin de la présentation, mais la langue arabe est structurée autour de 3 sons qui donnent naissance à toute une famille de mots. Donc, dans ce arwah, comment ne pas entendre le souffle, la vie, l'amour, le vent, mais comment traduire ça en un seul mot en français? Bon, là, j'ai traduit, ce livre-là, c'est moi qui l'ai traduit, j'ai traduit vie, parce que il faut chercher la référence dans la langue d'arrivée, et on dit que le chat a plusieurs vies. Donc, voici un album
qui est une traduction de l'arabe avec un chat qui se pose des questions sur qui il est et chaque fois qu'il change d'avis sur qui il est, il change d'état graphique. Pour continuer sur l'œuvre de Walid Taher, qui est un auteur-illustrateur qui a aujourd'hui une cinquantaine d'années, il est arrivé au tout début de l'histoire du port à Joni avec une série d'images que je vous montre là en me disant أنا عملت سلسلة كائنات خرافية كائنات غريبة اعملي اللي انت عايزة. J'ai fait une série de dessins, c'est des créatures imaginaires, c'est des créatures bizarres, fais ce que tu veux avec. Alors, en regardant ces images, j'ai pensé à celui que vous connaissez peut-être, un éléphant rose qui vit sous un pissenlit, qui s'appelle Pomelo. Et je suis allée trouver Ramona Badescu, qui est la maman de Pomelo, l'autrice qui a créé Pomelo. Et je lui ai dit, voilà, nous avons des créatures imaginaires. Est-ce que tu peux faire un texte? Est-ce que tu peux penser à un texte autour de ces créatures imaginaires? Elle m'a dit, mais pas du tout. Enfin, au premier regard, je reconnais tout de suite des idées. Et elle a écrit ce livre, Fikratun Hamra, une rouge, Fikratun Basita, une simple, Fikratun Muaqqada, une compliquée, Fikratun Hazina, une triste, Fikratun Musta'jila, une qui bouscule, un peu pressée. Et dans la façon d'aborder ce livre, je fais une petite digression tout de suite. Vous pouvez, par exemple, euh, je vous les remontre, ces idées folles, vous pouvez les lire, puis petit à petit, quand vous avancez, par exemple, cette espèce de créature orange et jaune, si vous n'avez pas le texte avec des enfants, vous êtes en train de lire le livre, vous ne leur montrez, vous ne leur lisez pas le texte, mais vous leur montrez juste cette image. Pour eux, cette créature, ce dessin-là, qu'est-ce qu'il évoque comme émotion? Qu'est-ce qu'il évoque comme sentiment? Quelle idée émerge à la vue de l'image? C'est un peu ce jeu qu'on peut vous proposer à travers ce livre. Je continue notre promenade sur traduire, se promener dans le champ de la traduction, passer d'une langue à l'autre, se poser des questions sur ce qu'on traduit et sur comment traduire, comment évoquer la puissance poétique des langues, mais aussi comment jouer avec les sens de lecture. Dans cette question des sens de lecture, une des premières réponses que j'ai trouvées, c'était de vous proposer des albums qui suivent les différents sens de lecture, mais avec une histoire qui porte cette narration, qui permettent, qui permettent de jouer avec les sens de lecture. C'est le cas dans ce livre-là qui s'appelle La roue de Tarek. Vous voyez que ce livre s'ouvre au départ comme un calendrier, d'où l'Abtariq. كل يوم يركض طارق خلف دولابه الصغير إنها لعبته المفضلة. Tous les jours, Tarek court derrière sa roue et c'est son jeu préféré. Dans cette histoire, l'enfant Tarek a un prénom qui n'est pas choisi au hasard. C'est un livre que j'ai réalisé au moment où je travaillais en recherche sur les livres pour enfants dans les pays arabes. Je me demandais comment faire des livres bilingues qui jouent avec les sens de lecture. Et j'ai choisi ce prénom de Tariq, qui veut dire à la fois Taraqa al-Bab, celui qui frappe à la porte, celui qui cherche, et aussi Tariq, qui fait penser au chemin. Tariq, le mot qui veut dire chemin. Donc le prénom de Tariq, à lui tout seul, évoque cette quête. La quête vient du fait que Tariq, son jeu préféré, c'est de courir derrière sa roue. Et un jour, tandis qu'il est en train de refaire les lacets de son soulier, la roue va plus vite que lui et lui échappe. Et là, vous voyez, le livre commence à tourner. Tarek court après sa roue. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, vous la découvrirez, mais c'est le principe assez éculé et assez classique de chercher quelque chose. عمو عزيز أنا ضيعت دولابي شفته ولا ما شفتوش؟ دولابك يا حبيبي كان باين عليه مستعجل وراح بهذاك الاتجاه. Oncle Aziz, j'ai perdu ma roue, tu l'as vu, tu l'as pas vu, ta roue, elle est passée par là il y a un moment déjà. Et au fil de sa quête, on invite Tarek à chercher sa roue,
découvrir que non, ce n'est pas sa roue, c'est une balançoire, c'est une baignoire de rue. Non, ce n'est pas sa roue, c'est le soleil, etc. Jusqu'à ce que, à la fin, Tarek, vous voyez que là, je tourne les pages dans le sens de la lecture arabe, je reviens en vertical. C'est très intuitif. Quand vous l'avez dans les mains, je vous assure, on y arrive très bien. Il suffit de suivre le chemin, la direction dans laquelle marche Tariq. Donc, c'est une possibilité, ça, jusqu'à ce que Tariq retrouve sa roue transformée en balançoire. Et là, que fait-il? Eh bien, il trouve ça génial. Et la balançoire devient celle du quartier. C'est une possibilité de jouer avec les sens de lecture en imaginant une narration qui va permettre de tourner et retourner le livre dans tous les sens. Mais le problème, c'est que ça marche avec les roues, mais ça ne marche pas avec toutes les histoires. Alors, à partir de là, on a réfléchi avec un autre disciple de Muhyiddin el-Abbad qui s'appelle Salah El-Mour, il est soudanais. Ensemble, au début de l'année 2015, on a imaginé un principe de livre qui est celui-là. Je vous lis rapidement l'histoire. Ça s'appelle Shaharim Baharim, Shaham Baham Abracadabra. Ça s'appelle Abracadabra. Le magicien, c'est l'histoire d'un magicien. Shaharim Baharim, Abracadabra. Shahbandour, le magicien, arrive. Il dit Jala, Jala, iftahi aynik, takli malban. Jala, Jala, abracadabra, ouvre les yeux, fais un vœu. À partir de là, les pages suivent les tours de magie. Page après page, le magicien fait des tours extraordinaires. Vous les découvrirez en lisant l'histoire. Je passe, il transforme des boîtes d'allumettes en forêt. Il s'appelle Shah Bandour. Il dit Jala Jala iftari ainik takli malban. Faites un vœu, ouvrez les yeux, et le public est absolument conquis et fasciné. Le livre est terminé, je le referme, mais je peux le réouvrir dans l'autre sens, et vous avez compris que ce livre est un palindrome. Le magicien arrive, que les tours se déroulent dans un sens ou dans l'autre, peu importe. L'important, c'est qu'il y ait de la magie. Alors, cette idée d'avoir un livre qu'on peut lire de BOB à BOB, comme un palindrome, ben ça a été très important parce que c'est ce déclic réfléchi avec Salah El-Mour, qui lui-même avait à l'époque une maison d'édition au Soudan, à Khartoum, dans laquelle il faisait des livres bilingues. Ben, c'est cette collaboration éditoriale qui fait que j'ai pensé à la forme des livres de poésie avec lesquels on a commencé, par exemple La Montagne. Et, et c'est ce abracadabra qui a donné le principe de toute la collection poèmes, dont le premier livre paraît en 2015 et qui est vraiment le cœur du catalogue du Port Rajeuni, car les albums que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, qu'ils aient déjà existé dans les pays arabes et qu'ils soient traduits ou qu'ils soient de la création, comme Cette vie, Mes idées folles, c'est de la création, c'est des livres qu'on a créés, c'est pas de l'achat de droits, ce sont des créations du Port Rajeuni. Il est en fait assez rare qu'on publie des albums, et le cœur du catalogue du Port Rajeuni, on y va maintenant, on rentre dans ce cœur, c'est la collection poèmes. Nous voilà dans la collection poèmes. J'ai j'ai inséré cette page d'abord parce que c'est une façon de témoigner que on a été très honoré d'être récompensé à Bologne pour le travail autour de la poésie bilingue, mais c'est aussi une façon de vous témoigner qu'il est acquis à présent et il est accepté que le projet poétique fait partie intégrante de la littérature jeunesse. Kadabra, Shahbendour fait des tours. Et le livre est terminé, mais abracadabra, il recommence. Nous voilà dans la collection poèmes. J'ai
ajouté, j'ai inséré cette page, d'abord parce que c'est une façon de témoigner qu'on a été très honoré d'être récompensé à Bologne pour le travail autour de la poésie bilingue, mais c'est aussi une façon de vous témoigner qu'il est acquis à présent et il est accepté que le projet poétique fait partie intégrante de la littérature jeunesse. Et c'était donc une façon de vous dire que donc à Bologne en 2022, un prix de poésie a été créé et une mention spéciale a été créée pour la collection poèmes du Port à Jony. Dans notre promenade au milieu de ce Naqala, dans cette promenade autour du fait de traduire, il m'est apparu au bout d'un moment que la question, c'était aussi de témoigner de la puissance des langues et le genre majeur de la poésie arabe, de la langue arabe, le genre majeur en littérature arabe, pardon, c'est la poésie. C'est la poésie est très présente, elle est présente au quotidien. On verra tout à l'heure que nous avons publié en 2024 un livre qui s'appelle Ma mère a refusé que quiconque écrive sur nos corps. C'est un livre écrit par une jeune poétesse palestinienne qui vit à Jénine aujourd'hui. Elle a 25 ans, alors qu'elle est en train de vivre ce qu'elle vit et dont les médias vous témoignent au quotidien, elle écrit de la poésie et elle l'envoie au reste du monde. Sa façon de témoigner de ce qu'elle vit, c'est de la poésie. Il y a mille et un exemples de ça, du fait que, quelle que soit la situation de vie, on écrit de la poésie en arabe pour raconter la vie. Alors, dans le catalogue du Port à Jony, l'essentiel des livres, ce sont ces petits livrets que vous avez vus avec les montagnes. Ce sont des petits livrets au bord arrondi qui ressemblent à un cahier de poésie. Pourquoi avoir choisi de faire ces cahiers de poésie et cette forme-là? Je fais une petite digression. C'est aussi parce que le Port à Jony publie ses livres, imprime ses livres à Marseille avec la collaboration précieuse de l'imprimerie CCI et qu'à l'imprimerie CCI, ils ont une machine pour faire des carnets, des livrets avec 2 points métal, mais ils n'ont pas une machine pour faire des grands livres cartonnés. Donc, si on veut travailler en local, il faut aussi penser la forme des livres en fonction de l'endroit où vous imprimez. Petite digression sur la question de l'imprimerie close. Pour revenir à la poésie et à la poésie dans le monde arabe, quand j'ai appris la langue arabe à l'âge de 20 ans, j'ai appris au Caire et puis ensuite j'ai appris en Syrie, à Damas. Et dans les deux cas, dans les deux parcours d'études arabes que j'ai faites, dans les deux cas, le cœur de l'apprentissage de la langue passait par de la poésie. Des rubaiyat au début, du Mahmoud Darwish, puis ce poème, ce genre poétique que vous avez sous les yeux qui s'appelle La Mu'allaqa. Et je commence par ce titre parce que pour moi et pour le Port à Jony, c'est la pierre angulaire de tout le catalogue. La Mu'allaqa, la signification du mot, c'est les suspendus. Ça fait référence à des poésies qu'on appelle les suspendus, les mu'allaqat. Ce sont des longues odes qui ont été écrites avant le Coran, qui ont été en tout cas déclamées avant l'existence du Coran. C'est des poèmes qui datent des années 500, 530, donc 622, hein, la révélation et la naissance de l'islam. Donc un siècle avant, on a déjà des traces de la puissance poétique de la langue arabe à travers des poètes qui sont les poètes des tribus arabes qui nomadisent dans le désert et qui ont des points de rendez-vous. Au point de rendez-vous qu'elles ont, elles échangent des informations, elles échangent des biens matériels, elles échangent des mariages.
mais elles échangent aussi des poèmes. Et sous forme de joutes oratoires, les poètes de chaque tribu déclamaient leurs poèmes. Et c'est une poésie du désert avec des thèmes récurrents et une rime unique. Et cette poésie est encore apprise aujourd'hui. قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بالسقط اللوى بين الدخول فحوملي. Et cette poésie de la mu'allaqa traverse des thèmes qui sont donc récurrents et qui sont pour moi une grande inspiration dans le catalogue du Peur Rajeuni. Par exemple, le premier thème, c'est le souvenir Atlal, les ruines. El Atlal, pleurer sur les ruines, Buka al Atlal. On retrouve ce thème de Atlal dans beaucoup de poèmes contemporains, mais aussi dans les chansons. Vous avez une grande chanson de Kalsoum, la chanteuse égyptienne, qui s'appelle El Atlal. Et donc, le premier thème, c'est cette ouverture sur le souvenir, l'ouverture sur les ruines, la trace de la tribu, la trace des grandes amours qu'on a vécues, la trace qui s'efface, le fait que le sable, le vent, tout s'efface. Le sable, par l'effet du vent, efface les traces. Dans cette mu'allaqa qui est celle de Imrul Qais, il y a le passage sur la nuit, quand est-ce qu'elle va se lever, comme une métaphore de l'abîme dans laquelle peut se trouver l'âme humaine. La course à cheval, il y a cette présence omniprésente des éléments et le corps est un élément au milieu des autres. Je vous fais découvrir ces quelques pages de la mu'allaqa. La mu'allaqa que nous avons publiée, c'est une traduction contemporaine, une adaptation contemporaine en arabe contemporain et en français contemporain. C'est donc une adaptation. C'est une adaptation de ce poème très ancien. C'est un peu comme l'Odyssée ou l'Iliade, si vous voulez, mais traduite dans une version contemporaine. Ces thèmes du corps du paysage, du corps comme un paysage, ce thème de la trace, de la mémoire, de l'exil, ce thème de la convocation du souvenir à des moments, ben, ce sont les thèmes principaux qui sont dans notre catalogue du Port Rajeuni. Et de la même façon que les ogresses, le dictionnaire des ogresses répond au dictionnaire des monstres, est une réponse à l'intérieur du catalogue, plusieurs livres se répondent. Donc maintenant, je vous propose de découvrir un peu ces thématiques. La grande thématique qui est au cœur du catalogue du Port Rajeuni, c'est le corps et le paysage. Avec vos élèves, avec les enfants avec lesquels vous travaillez, avec les publics dans les bibliothèques que vous avez, il y a tout un tas de médiations possibles autour de ces livres. La première médiation, c'est voilà, de comprendre comment est construit le catalogue. C'est ce que je tente de vous raconter aujourd'hui. Mais aussi, je vais rentrer plus précisément dans certains livres pour vous raconter comment ils ont été pensés. Et en particulier, comme dans les idées folles, la plupart des livres naissent d'une série d'images. Le premier livre en 2015 que nous avons publié, c'est ce Poèmes en paysage, écrit par Géraldine Heredia et illustré par Clotilde Stas. Vous voyez que là, c'est un livre qui a d'abord été écrit, enfin, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, c'est un livre qui a été écrit d'abord en français et traduit en arabe. Peu m'importe les cartes d'identité, peu m'importe de savoir si Géraldine Heredia est une vraie arabe ou pas. D'ailleurs, peu m'importe de savoir si Walid Taher est un vrai arabe ou pas aussi. J'utilise à dessein cet adjectif incongru de vrai arabe parce que des fois, on me demande si mes livres sont des vrais livres arabes. Dans le projet de tissage entre les langues et les cultures, cette notion de vraie culture ou de vraie identité, la question identitaire pour moi ne se pose pas. C'est plutôt comment est-ce que dans nos imaginaires et dans nos cultures, les thèmes peuvent se répondre et de fait, ce thème du corps et du paysage, de la ruine, est extrêmement présent dans les diverses cultures. Ce livre, Poèmes en paysage, est né de cette image que vous avez sous les yeux.
Alors, un jeu que l'on peut proposer, c'est de faire ce qu'a fait Géraldine Heredia, c'est-à-dire, je lui ai dit, incroyable, regarde cette image. Cette image, pour moi, la mu'allaqa, dont je viens de vous parler, est incluse dans cette image. Je la laisse volontairement un peu longuement sous vos yeux. Si vous la regardez longuement, plus on regarde une image, plus on voit de choses. Vous pouvez très bien jouer avec les enfants ou les adultes, ou quels que soient les ados, quel que soit l'âge des personnes que vous avez avec vous. Il faut regarder très longuement cette image. On peut voir un monstre, mais on peut voir un corps, on peut voir des montagnes, on peut voir des dunes, on peut voir de l'eau, on peut voir des cheveux. On peut se questionner longuement sur cette forme, vous voyez, en dessous du poisson, du bas, cette forme-là qui ressemble à un chapeau. Mais qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Qu'est-ce que c'est qu'on peut plonger longuement dedans et égrener tout un ensemble de vocabulaire. C'est un jeu que vous pouvez pratiquer avec les idées folles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi avec toutes les images du Purajani. C'est comme ça que je construis les livres. C'est en regardant les images que j'ai l'idée du thème du livre. Alors, sur cette image, voilà le poème que Géraldine Heredia a écrit. Pour le découvrir, vous pouvez lire le livre, mais vous pouvez aussi vous rendre sur notre site. Alors, voici une petite démonstration. Si vous allez sur notre site, vous voyez, vous arrivez sur cette page. Il y a plusieurs onglets et il vous faut choisir les livres. Et dans les livres, vous avez beaucoup de livres sonores. Notre objectif est que vous ayez tous les livres sonores, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces livres sonores? C'est une version qui est créée par un duo, Catherine Vincent, à Marseille. C'est un duo qui a vécu longuement à Damas et c'est une des seules joies de l'exil et une seule joie des régimes politiques actuels, c'est que beaucoup de Syriens sont arrivés à Marseille. Et depuis 10 ans, grâce à Mohamed Al-Arashi, grâce à Hala Omran, qui sont des grands acteurs syriens, grâce à Catherine Vincent, le Port Rajeuni réalise les versions sonores. Vous avez vu, j'ai fait défiler cette longue bande des livres sonores. Vous allez en bas, vous retrouvez la géante dans sa version qui défile. Vous voyez, là, vous avez plusieurs pages qui défilent. Vous retrouvez la géante et vous retrouvez surtout sa version sonore que je vais vous faire écouter. La géante. La géante a mangé 2 grives prises dans le givre. Elle a croqué, tout à trac, un bloc de granit. Elle a dévoré de vieux troncs délavés par l'hiver. Elle a avalé toute l'eau de la rivière, les poissons avec. Le repas fini, repu, la géante aspire au repos. Alors lentement, elle s'allonge sur le flanc, et sa tête, ses épaules, ses seins et ses hanches forment à l'horizon une nouvelle chaîne de montagnes. العملاقة. أكلت العملاقة طائري السمن اللذين علقا في الثلج، وقضمت فجأة لوحا من الرخام، والتهمت جذوع أشجار عتيقة غسلها الشتاء، وابتلعت كل مياه النهر ومعها الأسماك جميعا. لقد انتهت الوجبة، وها هي العملاقة متخمة تبحث عن بعض الراحة، فتستلقي ببطء على جنبها، مكونة في الأفق برأسها وكتفيها وصدرها وأردافها سلسلة جبال جديدة. Vous n'avez pas forcément accès à la langue française. Peut-être que vous venez d'arriver en France et que vous avez du mal à lire ce poème en paysage. Peut-être que vous avez du mal à lire le mot la géante. Mais peut-être que vous avez aussi du mal à lire El Amlaqa. Le fait d'avoir les versions sonores, c'est une façon de vous donner libre accès, car je le redis, c'est en libre accès sur notre site, de vous donner libre accès à la poésie dans son oralité, qui est sa nature même, son origine même.
Et peut-être que vous avez entendu que c'est le même habillage sonore. Donc vous avez d'abord la version française, puis la version arabe, parce que le poème a été écrit en français. Quand le poème a été écrit en arabe, vous avez d'abord la version arabe, puis la version française. Mais vous avez toujours le même habillage sonore derrière, qui vous donne l'impression que vous pouvez, si vous l'écoutez plusieurs fois, vous verrez, c'est réel. Vous avez l'impression d'entendre, de comprendre mieux et de commencer à comprendre réellement l'autre langue parce que les mots sont placés au même endroit. Donc, tous les onglets sonores, tous les livres sonores sont à votre disposition. Et je précise que si pour une raison ou pour une autre, parce que vous intervenez en prison et que vous n'avez pas d'accès à Internet à l'intérieur, nous sommes aussi tout à fait disposés à vous envoyer la version MP3 pour un usage pédagogique. Voilà le poème que Géraldine Heredia a écrit à partir de cette image, mais vous pouvez jouer le même jeu avec beaucoup d'images. Par exemple, celle-là est très inspirante. Jouez le jeu avec des enfants, vous verrez, on voit une fête foraine, on voit une jupe, un corps, et puis ce poème, eh bien, c'est au galop. Je vous le disais, le thème du corps et du paysage, du corps comme un paysage, c'est un thème majeur dans le catalogue des poèmes du Port à Jauny. Je vais passer rapidement à un ensemble de titres qui sont des échos à ce thème-là, ces poèmes de roches et de brumes de Karl Norak, illustrés par Arnaud Sellerier, mais aussi La vie d'une pierre. Qu'est-ce que ressent une pierre tout au long de sa journée? Un très beau poème de Odile Fix. On peut explorer les bois profonds avec Raphaël Frière et Amélie Jakowski. On peut énumérer les arbres de votre vie. Si vous étiez arbre, et puis quels sont les arbres que vous avez connus dans votre vie, que vous avez aimés. Ça, c'est un livre très inspirant en atelier. C'est un livre sur la série. La série de choses, la série de mots pour convoquer la mémoire. Plutôt que de demander à quelqu'un, alors, qu'as-tu vécu? Une autre façon d'aborder le sujet du vécu et de la mémoire et de qui on est, c'est d'évoquer, par exemple, un arbre qu'on a aimé dans sa vie. Une classe entière chaque enfant raconte l'arbre qu'il a aimé dans sa vie. Eh bien, vous avez un livre. Et vous pouvez travailler, comme l'a fait Zeynep Perinçek ici, en monotype, c'est-à-dire la réalisation on reparlera peut-être du monotype qui est une technique de peinture, qui est le fait de mettre de la peinture sur une plaque, vous posez une feuille dessus et vous dessinez à l'envers de la feuille. Quand vous soulevez, vous avez un arbre imprimé, c'est l'arbre de votre vie. Bien sûr, ce livre avec lequel j'ai ouvert la rencontre Les montagnes, Asatir el-Jibal de Walid Tahir, est un ensemble de montagnes, un peu comme les arbres, mais quelles sont les montagnes que vous avez parcourues dans votre vie, les paysages de montagne que vous convoquez dans votre vie pour passer la journée. Et puis, on va finir avec ce livre récemment paru. Il a paru à l'automne 2024 de Mo Abbas et illustré par Jeanne McCain, qui est un livre amusant dans sa facture et dans son histoire parce que Mohamed Abbas, Mo Abbas, je lui ai demandé d'écrire sur la nature dans le cadre d'une série qui s'appelle Courir les rues, battre la campagne, fendre les flots. Donc là, on est dans Battre la campagne, l'homme sans paysage, Rajul Bila Manazir. Et sur cette idée de battre la campagne, au bout d'un moment, moi, Abbas m'a dit que lui, étant un enfant de la ville, eh ben, battre la campagne, il ne sait pas. Il ne sait pas quoi raconter sur la campagne et sur la nature. Du coup, ce livre est une sorte d'anti-livre, en tout cas de réflexion sur qu'est-ce que c'est que la nature et qu'est-ce que c'est que la campagne. Dans la même série, on peut penser au Terrain vague de Géraldine Heredia et Benoît Guillaume, qui est une façon d'évoquer le paysage, le frottement du paysage, l'endroit où les paysages se frottent entre ville et campagne.
On arrive au deuxième grand thème du catalogue, la deuxième façon de tisser des liens entre les livres eux-mêmes, qui est la question de l'exil. Je vais passer rapidement sur ce thème, mais c'est un thème que vous pouvez, parce que ce sont des livres qui nécessitent d'être lus plutôt que d'être racontés. Cet arbre dont j'ignore le nom est un poème de Jolan Haji, un poète syrien. Euh, c'est un arbre qui lui permet de évoquer le sentiment qu'on a quand on est en exil. Et c'est-à-dire qu'on est comme flottant, déraciné. Il convoque dans ce livre tout ce qui continue à faire racine et tout ce qui continue à faire lien pour lui, de façon à ne pas être un élément qui flotte sans attache. Il parle des cheveux du grand-père, il parle des racines de l'arbre, de tout ce qui fait trace, de tout ce qui fait lien quand on est en exil. Vous allez me dire, mais c'est pas du tout de la poésie pour enfants. Eh bien, ce livre me donne l'occasion de vous témoigner du fait que je me suis dit souvent la même chose. Je me suis dit souvent cette phrase que vous pensez peut-être, mais c'est pas du tout un livre pour enfants. Mon grand-père a vieilli dans sa jeunesse. Une balle perdue l'a paralysé. On l'a soigné par la douleur. On l'a allongé nu et immobile sur un tapis en poil de chèvre. Dans sa chambre de terre, ils ont fermé portes et fenêtres et ont lâché sur lui les bourdons. Dans sa maison, blanc sous le soleil d'avril, il attend que les pas reviennent à ses pieds. La caractéristique de la poésie, c'est qu'elle ne dit pas ce qu'il faut penser, elle laisse une grande part à l'interprétation et à la compréhension de chacune et de chacun. Et vous allez me dire, oui, mais là, on ne comprend rien. Un enfant ne va rien comprendre. Alors, je dois vous témoigner que pour l'avoir lu dans des classes de jeunes enfants qui viennent d'arriver d'exil, ce livre, Arbre dont j'ignore le nom, a été un grand moment d'émotion pour beaucoup d'entre eux. En fait, les enfants sont beaucoup plus habitués que nous à ne rien comprendre, ou en tout cas à deviner au milieu de tout ce qui est autour d'eux, parce que les choses ne sont pas immédiatement compréhensibles, et encore plus quand l'enfant vient d'arriver et qu'il est dans un nouveau territoire, dans des nouvelles règles collectives. Donc, peut-être que ces livres, à nous, adultes, ne nous paraissent pas pour les enfants, mais en fait, ils marchent très bien avec les enfants. La nuit des figues, je passe, mais qui est un magnifique livre sur la mémoire d'un exilé algérien. Les poèmes sucrés de mon enfance, qui est l'évocation par un jeune qui a été exilé du Soudan, un jeune parce qu'il est jeune en âge, Aïssa Mohamed, aidé par Elsa Valentin, que vous connaissez souvent grâce à Bou et les trois ours, pardon, a écrit, a appris à parler le français en même temps qu'il écrivait, qu'il racontait ses souvenirs d'enfant, enfant berger dans les campagnes, dans les plaines du Darfour. Dans ce livre, voilà un exemple de tissage entre les langues et les cultures. Dans ce livre, on a eu envie de témoigner de la façon dont le livre a été écrit. Rissa Mohammed, il apprenait le français quand il ne savait pas dire, dans son histoire, il ne savait pas dire le mot paradis. Il disait Jannah. Et Elsa Valentin allait chercher ce que voulait dire Jannah et elle lui disait, mais Jannah, c'est paradis. Et elle apprenait Jannah, lui, il apprenait paradis. Et c'est comme ça que le livre a été écrit, le texte. En fait, quand elle m'a raconté ça, je lui ai dit, mais je veux voir ce texte. Et il était criblé de mots dans les deux langues. On aurait pu faire un livre avec les deux côtés qui se croisent, comme vous voyez ici que ça se croise. Simplement, c'était assez peu lisible et on a gardé juste une trace de ce processus de création. Voilà le poème dont je vous parlais tout à l'heure, qui témoigne du fait qu'à 25 ans, Hanin Amin, aujourd'hui en Palestine, écrit ce poème « Ummi rafadet an yaktuba ala jasadina ahad ». Troisième grand thème du catalogue, et j'espère que vous entendez avec moi le fait qu'en vous parlant des thèmes comme ça, je vous invite aussi
écrire avec les enfants, avec les élèves, avec les enfants des bibliothèques, en vous racontant le processus de création de livres, je vous invite à en créer avec les enfants. Par exemple, encore une fois, Clotilde Stas nous a donné l'idée, nous a offert ce livre sur les chaises, un livre de Raphaël Frière. Raphaël Frière, je lui ai proposé d'écrire à partir de cette image. La première image du livre, c'est ça. Et le livre, c'est une proposition de convocation de la mémoire à travers les chaises, toutes les chaises que vous avez aimées dans votre vie. كرسي الغائب يتيم أنت أراك ويتقطع قلبي متسمرا هنا مثل كلب يبكي صاحبه أنت هيكل وبسمة ذاك الذي لن يقبل هذا المساء. Orpheline, tu es, je te vois et mon cœur se déchire, tu restes là comme le chien pleurant son maître. Tu es le squelette, l'empreinte de celui qui ne viendra pas ce soir. Tu es la trace qu'il a laissée ici. Anta ma khallafa min asarin huna. Vous pouvez bien sûr inviter quelqu'une ou quelqu'un qui lit la langue française et quelqu'une qui lit la langue arabe à lire ensemble dans vos publics. La série des chaises, c'est vraiment super, je dois vous le dire. Témoigner de toutes les chaises qu'on a aimées dans sa vie, ça permet de raconter des choses très tristes comme la chaise de l'absent ou des choses beaucoup plus joyeuses. De la même façon, vous pouvez convoquer la mémoire à travers le thème du café. Et là, on a commencé cette série autour du café à l'automne 2024 avec Le chat dans la cafetière, aussi écrit par Raphaël Frière, et c'est un hommage direct à Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien qui a écrit beaucoup de poésie autour du thème du café. Il a écrit une longue poésie, un long poème où il se souvient au moment même où il est en train de préparer le café. Et il a aussi écrit cet hommage à la mère, ila ummi, à ma mère, ahinnu ila khubz ummi wa qahwati ummi wa lamsati ummi. J'ai la nostalgie, je me souviens avec émotion du café de ma mère, des caresses de ma mère et du pain de ma mère. Et c'est en pensant à ces poèmes-là que j'ai proposé à Raphaël Frière d'écrire sur quand vous étiez petit, quand vous étiez petite, le café que vous n'aviez pas encore le droit de boire. Quels sont vos souvenirs à travers ce café? Je vais passer sur ces livres. Là, nous avons donc Macadam avec Moabbas et le mobilier urbain pour convoquer la mémoire et convoquer la perception du monde. Et puis, ces longues promenades de Ramona Badescu et Benoît Guillaume à travers Tétouan, le Maroc, Marseille, le bus 83, les yeux Fayoum, l'Égypte, le soleil de Luxor, la trilogie égyptienne avec l'heure égyptienne. Ramona Badescu et Benoît Guillaume ont toujours le même principe. Ils partent découvrir un endroit, elle écrit et il dessine au même endroit, au même moment. Et ça, c'est un jeu très sympa à jouer avec vos enfants. Il faut sortir. Et c'est toute une série que je vous invite à découvrir sur le temps, la trace. Un autre grand thème de la maison d'édition, c'est dans cette idée toujours de témoigner des langues, c'est de travailler sur la structure même des langues. Alors, on a toute une série de livres, les poèmes en peluche, les poèmes à la croque, pom 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 pom, qui sont tout le travail sur les quatrains, les rubaiyat, sur les haïkus, les sulasiyat. Ce sont des livres qui travaillent sur les formes littéraires et les jeux de mots. La poésie de Edith Azam en particulier dans Poèmes en peluche ou bien dans Rien à faire, on s'embourbe, c'est
une réflexion sur l'écriture elle-même et sur la langue elle-même. Mais pour aller plus avant sur cette question de la langue, il y a eu un moment de bascule et un moment de déclic qui, encore une fois, est dû à Salah El-Mour, qui est arrivé avec une série d'images. Maintenant, Salah El-Mour ne fait quasiment plus d'illustrations jeunesse. Il est peintre très reconnu. Il vend des toiles au Louvre à Abu Dhabi. Il vend des toiles à Beaubourg. Il vend des toiles à New York. Donc, il n'a plus tellement besoin de faire de la littérature jeunesse, mais il a quand même ce regret. Alors régulièrement, il me donne une série d'images en me disant, lui aussi, Ermeli Lenteraïza, fais ce que tu veux avec. Et voilà la série d'images qu'il m'a donnée. Je vous la montre. En la regardant avec attention, je me suis dit, mais vraiment, ces images parlent du sauvage, de celui qui est dressé, de celui qui est libre, de celui qui est entre l'homme et l'animal. Et ça m'a fait penser à ce mot qui m'a beaucoup émerveillé quand je l'ai découvert, qui est le mot sauvage en arabe. Une des façons de dire sauvage, c'est wahsh. Wahsh, c'est de la même famille. C'est un mot qui est construit sur les lettres wa, ha, sha. Et ces trois lettres donnent aussi wahshtini, qui veut dire tu m'as manqué, tu me manques, ou bien toi hashtek. Mais c'est aussi le même mot que wahsha, c'est la même famille que wahsha, la solitude. C'est aussi la même famille que ce petit mot ya wehish, qu'on dit à un enfant quand il est un enfant coquin, un enfant malin, mais un peu excité, vous voyez. Eh bien, à partir de ce champ de mots, wahsh, wahsha, wahshtini, toi hashtek, wehish, Leila Zarqa, qui est une jeune poétesse marocaine, a écrit un texte. Et ce livre, Sauvage, est à l'origine de une des collections du Port Rajeuni, la nouvelle collection des racines, dont vous voyez que c'est exactement le même principe. On le voit ici. La racine est au centre et le champ de mots est autour. Ce premier livre, c'est Les lettres du jardin. Jardin se dit Junaïna. Alors, on comprend très bien pourquoi l'écrivain, Katib, le livre, Kitab, le bureau, Maktab, la bibliothèque, Maktaba, ce qui est écrit, le destin, Maktoub, sont dans la même famille. Katib, Kitab, Maktaba, Maktab, Maktoub. Vous entendez qu'à chaque fois dans ces mots, il y a Ktb. Quand vous entendez Ktb, vous savez que ça a un lien avec l'écriture. Eh bien, Junaïna, c'est de la même famille que Janna. Voyez, pardon. Voyez, Junaïna, on entend la lettre Janana dedans, mais Janna, on entend aussi Janana, et Janine, le fœtus aussi, et Majnoun, le fou aussi, et le Jin, les Jnoun aussi. Donc, tout ça renvoie aussi à ce champ de verbe qui est enveloppé, il y a Jinnu, envelopper les choses de nuit, plonger dans l'obscurité, ou bien la Junnu, rendre fou. Mais en fait, ces mots, c'est tout ce qui échappe à la vue, tout ce qui est au-delà de ce qu'on voit dans l'immédiateté, tout ce qui est plongé dans un monde autre. C'est le principe de la collection Racine. Mettre ensemble ces mots, enfin choisir un champ de mots, et vous voyez que le jeu est illimité puisque toute la structure de la langue arabe est ainsi. Il n'y a quasiment pas de mots en arabe, hormis les quadrilatères qui sont des rafrafa, taqtaqa, qui sont liés à des sons la plupart du temps, mais aussi les mots d'origine arabe sont majoritairement construits sur ces trois sons. Et à partir de là, tout, tout mot fait partie d'un champ de mots. Ça peut nous donner un champ de mots qui est décliné en poème et qui est décliné, comme vous venez de le voir, dans des images. C'est là encore Clotilde Stas qui a ouvert cette collection. Elle a choisi de donner une grammaire de forme. Vous voyez que on retrouve les mêmes formes d'une image à l'autre, de la même façon que dans les mots, on retrouve les mêmes lettres. Voilà
au centre au centre du livre, vous avez cette affiche que vous pouvez décrocher, vous l'accrochez chez vous au mur et en très peu de temps, vous êtes bilingue. Voilà, donc c'est une série de livres, on en a plusieurs, El Ain, La Source, et on a maintenant 6 titres à- dans cette série. Je termine par, dans les différentes déclinaisons, vous avez certainement entendu maintenant qu'il y a une réflexion pédagogique permanente dans le travail du Port Jauny. J'ai souvent dit on. C'est pas un on de majesté, c'est-à-dire que l'équipe du Port Jauny est constituée pour la partie éditoriale de 2 personnes, moi-même pour tout ce qui est le choix des titres et le graphisme, Sarah Rolfo, qui travaillait anciennement à l'Institut du monde arabe à la librairie en jeunesse et qui m'a rejointe pour travailler sur le projet éditorial et qui va être votre interlocutrice, qui est l'interlocutrice des libraires, voilà, qui est assistante éditoriale. Mais le Port Jauny, avant d'être une maison d'édition, c'est une association qui date du début des années 2000, que nous avons fondée avec Géraldine Heredia et Zeynep Perinçek. Et vous voyez que cette équipe est une équipe qui dure, puisque vous avez retrouvé leur nom dans le catalogue, mais c'est aussi un travail de réflexion en éducation populaire, qu'on appelle maintenant les EAC, sur comment réfléchir à décliner le livre. Donc, décliner le livre en version sonore et vous donner un libre accès, c'est une façon pour nous d'œuvrer à cette médiation culturelle, mais il y a aussi de nombreux ateliers. J'ai essayé à plusieurs moments de vous donner des pistes. Ce sont des pistes sur lesquelles on réfléchit beaucoup. On a des fiches d'ateliers pour chacun des livres. On peut vous les proposer. Il y en a quelques-unes sur le site et il y en aura un petit peu plus. On est en train d'étoffer cette partie atelier. Et puis, dans nos propositions, il y a les expositions. Voici l'exposition de Nous irons au bois. Alors, comment sont fabriquées ces expositions? Ce sont 2 cubes que vous voyez là. Ces cubes s'encastrent comme des poupées gigognes, l'un dans l'autre, et à l'intérieur, on range toute l'exposition. Donc, l'exposition, une fois qu'elle est pliée, elle fait un peu moins d'1 m3 et elle pèse moins de 25 kilos. Elle est entièrement démontable, remontable autant de fois qu'on veut. C'est une exposition nomade et elle est faite pour se promener. On a actuellement 6 expositions rattachées à 6 livres. Là, vous voyez, Nous irons au bois. Une fois que les 2 cubes sont posés, à quoi servent-ils? Celui que vous voyez ici qui est jaune, c'est le livre bibliothèque sonore. Donc, vous pouvez ranger des livres. On a constitué des petites bibliographies liées au thème. Donc là, on a toute une bibliographie autour du bois et de l'arbre à vous proposer au sein du catalogue du Port Jauny, mais aussi chez les autres. On regarde beaucoup ce que font les autres éditrices et les autres éditeurs. Et on aime beaucoup se partager les livres qu'on aime. Donc, on vous propose une bibliographie. Et aussi, vous avez donc ce petit arbre qui prend des formes différentes à chaque fois. Il est fait main par Zeynep Perinçek. C'est elle qui crée et qui fabrique entièrement ces expositions en bois. Là, le petit arbre porte 2 casques qui permettent d'écouter la version sonore bilingue. Le cube qui est vert ici, un vert gris, c'est un jeu qu'on découvrira tout à l'heure. Et au mur, vous avez les originaux. Donc les expositions sont composées d'originaux, d'un cube de jeu qui permet, vous voyez, il y a un buzzer. Ce buzzer, quand vous tapez sur les touches, vous répète shajara, arbre, tin, figue, avec une mise en scène sonore de Catherine Vincent. Et à la fin, là, normalement, au bout de quelques minutes, vous savez dire au moins 8 mots en arabe avec une proposition de jeu de calligraphie aussi. Et les expositions sont composées aussi de 4 grands kakémonos qui sont hauts mais pas très larges, faciles à placer dans les espaces publics, qui font 30 cm sur 2 mètres de haut. Voilà. Voilà l'expo de poèmes en paysage, les chaises, de Mes idées folles. Et nous avons aussi maintenant une expo pour Toupie, une expo pour les poèmes en peluche.
Et les chaises, bon, vous retrouvez ça sur notre site. Il m'en manque un. Les idées folles, non, ça fait 4. Les chaises, poèmes en peluche, poèmes en paysage, nous irons au bois. Vous retrouvez tout ça sur notre site. Ça fait 6 expositions possibles. La question de Soraya, c'est pourquoi avoir opté pour le port à Jauny et non le pont jaune? Le port et pas le pont. Hmm. Certes. Alors, le port à Jauny, comme je vous l'ai raconté, avant d'être une maison d'édition, c'est une association. Et c'est toujours une association. C'est très important d'en témoigner parce que, je fais un petit détour, c'est très important d'en témoigner parce que le fait que ce soit une association fait qu'on réfléchit collectivement, en particulier au travail de médiation culturelle, mais aussi parce que ça implique une horizontalité, en particulier dans les rémunérations. Donc, je redis ça, c'est une association qui était avant tout une éducation, une association de médiation culturelle. Et en 2015, j'ai créé dans l'association cette partie éditoriale. Aujourd'hui, l'activité est à peu près divisée à part égale entre la maison d'édition et les activités culturelles. Quand on a créé le Port à Jauny au début des années 2000, c'était à Marseille, l'époque de Marius et Jeannette de Guédiguian, si vous connaissez ce film. Et dans Marius et Jeannette, il y a une chanson qui dit « Il pleut sur Marseille, le port à Jauny ». Et on s'est dit, voilà, ça évoque à la fois Marseille, le port à Jauny, ça évoque Marseille, mais ça évoque aussi le port, la Méditerranée. Et dès le départ, le port à Jauny avait pour idée, et c'est ce qu'on a fait, de réaliser des livres avec des enfants tout autour de la Méditerranée. Vous voyez, cette Méditerranée qu'on pense comme un cercle et non pas comme une frontière horizontale. On a choisi le port à Jauny à ce moment-là en référence à la chanson qui est dans Marius et Jeannette. Sauf que en 2015, je crée la branche maison d'édition et une journaliste me dit en rencontre publique, je suis allée vérifier les paroles de la chanson, c'est pas du tout le port à Jauny, c'est le port Rajeuni. Voilà. Donc je lui ai dit oui, c'est fait exprès, c'est de la poésie. Mais ce n'était pas du tout fait exprès au départ. Simplement, ça nous amuse beaucoup. Donc, la maison d'édition s'appelle Le Port à Jauny. Il vous faut venir à Marseille, vous qui avez posé la question. Vous venez, vous mettez les pieds dans l'eau le soir, au moment du coucher du soleil. Vous vous mettez au bord du Vieux-Port. Le Vieux-Port est orienté à l'ouest. Et à un moment donné, c'est vraiment vrai, je peux en témoigner, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à toutes celles et ceux qui sont à Wahran, à Oran, à Escandria, à Alexandrie, à Beyrouth, à Beyrouth. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à tous les gens qui sont en train de passer la mer. Et à ce moment-là, le soleil se couche et une lumière se lève sur Marseille et le port à Jauny. Donc on a gardé ce nom. Mais je comprends et j'apprécie que vous me parliez d'un pont. Quelle poésie dans ton explication. Odile te pose la question de quelle est ou quelles sont les langues arabes utilisées dans les livres. J'ai dit à plusieurs reprises les langues françaises et les langues arabes. En se disant bonjour tout à l'heure, on a témoigné du fait que je parle au moins 5 français, le marseillais, le français de Paris, le français de Cerdagne. Pour les langues arabes, c'est encore plus vrai. Alors, dans le port à Jauny, on a fait ce choix, j'ai fait ce choix d'opter pour la langue littéraire, qui est celle qu'on apprend à lire et à écrire quand on va à l'école. Pour vous situer, vous vous posez souvent la question, je vous situe rapidement. Si on avait gardé le latin comme langue commune de la Roumanie au Portugal, ce latin aurait évolué. Ce ne serait pas le latin de l'époque des latins. Ce serait un latin qui aurait une histoire linguistique lui-même. Il y aurait une langue latine avec plusieurs époques dans la langue latine. Et les langues parlées seraient restées certainement beaucoup plus nombreuses. Il y aurait des langues parlées un peu partout. La langue de Marseille serait certainement différente de la langue de Perpignan.
Et ne parlons pas de la langue de Roumanie et du Portugal. On aurait des langues parlées nombreuses et on aurait une langue commune écrite et aussi qu'on peut parler, ce serait ce latin moderne. Et quand on irait à l'école en CP, on apprendrait le latin. C'est-à-dire qu'on serait forcément bilingue, au moins bilingue. On apprendrait vraiment une langue, une nouvelle langue avec une structure grammaticale beaucoup plus ardue, beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus riche aussi. Et il y aurait toujours une porosité entre le latin, la langue parlée des rues et de la culture orale et la langue écrite. Il y a toujours cette porosité. Donc, ben, c'est ça qui se passe en arabe. Donc, comment est-ce qu'on fait au port à Jauny? On fait ce que font la plupart des éditeuristes dans le monde arabe, c'est-à-dire qu'on publie en langue littéraire. Après, la langue littéraire d'un Syrien, n'en déplaise à tout le monde, la langue littéraire d'un Syrien n'est pas exactement la langue littéraire d'un Égyptien. Les langues sont poreuses. Donc, moi, j'entends dans l'écriture d'un Égyptien, j'entends son oralité égyptienne, on entend dans l'écriture d'un Marocain, on entend l'oralité marocaine, mais la langue est tout de même littéraire. Après, dans le Port à Jauny, il y a des livres qui sont écrits dans les langues parlées. Les Rubaiyat, on a 5 volumes de Rubaiyat. Les Rubaiyat, ce sont des quatrains. Ce sont des poèmes qui ont été écrits par Salah Jahin dans les années 60, en 70 en Égypte. Et Saïd Higab aussi, on a un recueil de poèmes, Rubaiyat al-Bahar, les Rubaiyat de la mer, les quatrains de la mer. Ce sont des poèmes qui ont été écrits en ammiya, ça s'appelle, en dialecte, en langue parlée égyptienne, pardon. Je n'aime pas du tout le mot de dialecte. En langue parlée égyptienne. Donc, ces poèmes-là sont en égyptien et vous les retrouvez en version sonore sur notre site en égyptien. Et aussi dans certains livres, comme La Nuit des figues, hein, sur lequel je ne me suis pas beaucoup arrêtée, mais vraiment, je vous invite à découvrir ce livre magnifique. À l'intérieur, l'homme, c'est l'histoire d'un homme qui, dans son exil, un Algérien qui, dans son exil, perd la langue arabe et perd aussi la tête. Et à l'intérieur du livre, on est dans sa tête. Et donc, on est dans une schizophrénie. Il parle à son père. Son père lui parle à son grand-père. Son grand-père lui parle en darija, en langue parlée algérienne, et lui répond en français et les textes sont tissés. Donc, de temps en temps, il y a une irruption comme ça des langues orales dans nos livres parce que d'un point de vue de la narration, ça a tout son sens.